J'appelle Maxime Seguin de l'INRAP qui va nous parler de QGIS et de l'archéologie. Oui, donc moi je vais vous parler de QGIS. Et donc je ne vais pas vous parler de réseau ou d'agro, mais d'archéologie. Et on va essayer de voir un peu comment l'a articulé avec d'autres logiciels libres. Donc moi je suis plus photogrammette que géomaticien. Donc on va voir comment on l'a articulé, notamment avec d'autres logiciels libres, Micmac et Cloud Compare. Alors l'an dernier, j'étais intervenu, j'avais présenté ce qu'on faisait de manière générale à l'INRAP avec QGIS. Donc là, on va plutôt s'intéresser à un cas pratique. Je vais vous rappeler quand même donc qu'est-ce que l'INRAP. Donc c'est l'Institut de recherche en archéologie préventive. Donc c'est un institut public de recherche qui a été créé en 2002 et qui est sous tutelle de deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc nos missions, c'est la réalisation de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives, c'est-à-dire en amont d'aménagement du territoire. Et donc on fait l'exploitation scientifique des vestiges et on a également pour mission donc de diffuser, de valoriser les résultats. Donc que ce soit auprès de la communauté scientifique, mais également auprès du grand public. Donc on intervient sur tout le territoire, donc la métropole et les départements d'outre-mer. On est 2000 et donc le siège est à Paris, mais on a des agences en région. Bon, avec un découpage administratif qui là est pas trop à jour, mais qui tend à se calquer sur le nouveau découpage. Donc moi je suis basé à Nîmes et je vais vous présenter le cas d'une fouille qui s'est déroulée à Montpellier. Donc en amont de la déviation de l'A9 qui est maintenant en fonction et de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. Donc ici vous avez le tracé en rouge du projet, enfin de l'emprise du projet. Donc on intervient en amont des opérations, donc on est les premiers sur le terrain. On a fait donc ce qu'on appelle le diagnostic archéologique. Donc ça consiste à vérifier s'il y a un potentiel archéologique, détecter les sites. Et suite à ça, on a fouillé 2 sites, dont le site de la Cavalade, ou également appelé Masse Rouge. Masse Rouge étant en fait une petite enclave au sein du site qu'on a fouillé. Je sais pas, il y a un pointeur. Donc le site se trouve à peu près ici, au sud d'Ikea, pour les Montpelliérains. Et donc voilà, le site... l'emprise, une vue partielle de l'emprise de la fouille, donc c'est des emprises au sol assez importantes. C'est un endroit où en fait on a la ligne TGV et l'autoroute en fait qui sont parallèles, donc c'est assez large. L'axe est dans ce sens-là. Et donc là vous avez le site général et nous on va s'intéresser à une structure qu'on a détectée dans cette partie. Et vous allez voir que on va faire du SIGE à très grande échelle, bien en dessous de l'échelle de la parcelle, puisqu'il s'agit donc voilà, les conditions de fouille. C'est une fouille qui a duré 5 mois, entre septembre 2012 de mémoire et janvier ou février 2013. Et donc bon, on se protège des intempéries, pas du froid, mais des intempéries. Et donc c'est une structure excavée qui fait 6 mètres par 4 et 2 mètres de fond. Et c'est à cette échelle-là qu'on va faire du SIG. Alors pourquoi dans le titre, il est mentionné qu'il s'agit d'une sépulture collective. Donc une sépulture collective, pour faire vite, c'est pas le bon terme à utiliser, mais bon, il n'y a pas d'archéo dans la salle a priori. C'est une sorte de fosse commune, c'est-à-dire que là, dans cet espace, on a retrouvé environ une centaine d'individus, pas tous en connexion, puisqu'on peut déplacer les corps une fois qu'ils ont été décomposés ou en cours de décomposition, enfin en fonction des pratiques funéraires.
C'est une structure qui date du néolithique, donc la préhistoire. Et son usage premier n'a pas été d'être une sépulture, puisqu'il s'agissait, dans un premier état d'utilisation, d'une cave, d'une cabane. Donc le sol actuel ici en fait est 1 mètre en dessous du sol d'origine, et il faut imaginer donc à l'origine une cabane au-dessus, hein, qui a été à un moment donné abandonnée. Et ici en fait le trou dans le sol, c'est la cave de la cabane. Et le plancher entre le sol de l'habitat et la cave en fait c'était le sol naturel. Ils avaient excavé dans le sol naturel, donc le plancher en fait c'était en fait du sédiment naturel qui s'est par la suite effondré. Donc on a un effondrement du sol naturel avec des éléments archéologiques dessous, puis une deuxième voire troisième phase d'utilisation avec encore un apport de restes humains par-dessus l'effondrement. Donc en fait c'était assez compliqué à fouiller. D'où la mise en place du SIGE et d'autres méthodes de relevé. Donc là, vous avez les conditions de fouille. Hein. Donc, ce que vous n'avez pas ici, c'est le froid et le bruit. Vous voyez que les collègues donc fouillent avec des aspirateurs et des casques anti-bruit. Et donc ça fait 6 mètres par 4, hein, donc on ne peut pas être 20 à l'intérieur en train de fouiller. Sachant qu'on a quand même, c'est pas de l'archéologie qu'on appelle programmée, hein, qu'on fait l'été avec des étudiants, là c'est des professionnels, et il y a des contraintes de temps. On ne pouvait pas dépasser les 5 mois de fouille. D'où la mise en place de méthodes particulières. Donc, vous voyez un peu l'enchaînement. Enfin, ça c'est une partie de ce qu'on a retrouvé. Hein, donc là vous avez un morceau de colonne vertébrale, un crâne, des membres longs. Et donc on a 1 mètre d'enchevêtrement de restes humains à fouiller, à relever et après à analyser. Donc voilà pour le contexte. Donc comment on a fait en fait la seule méthode relativement rapide, ça a été le levé photogrammétrique. Donc on a utilisé un réflexe numérique. Bon, avec un retour vidéo ici et avec une perche de prise de son, et on a fait un levé photogrammétrique classique, hein, comme on fait en aérien, sauf que là on le fait à l'échelle d'une petite structure. Et on a donc fait un levé photogrammétrique toutes les semaines, en fin de semaine, le jeudi, la plupart du temps, pour pouvoir avoir un support graphique, c'est-à-dire sortir l'ortho-image dès le vendredi matin pour que les collègues puissent avoir sur un support papier un document sous lequel ils puissent annoter leurs observations. Sachant que l'ortho-image a par la suite été intégrée dans QGIS pour la phase d'analyse en bureau. Donc voilà une des ortho-images, donc il y a une vingtaine d'ortho-images, donc c'est un instant T de la fouille. Ça ne représente pas un instant T historique. Mes collègues sont descendus par passe de 20 à 50 cm, mais c'est des passes qui ont été faites à plat. Mais les vestiges historiques n'ont pas été déposés forcément à plat. Donc sur une même surface de travail, de décapage, vous pouvez avoir une partie qui date. Donc ici en fait, on voit c'est l'effondrement du toit. Hein, ça c'est du rocher naturel. Ici, vous avez un enchevêtrement de restes osseux. Mais historiquement parlant, en fait, cette partie-là n'était pas concomitante avec celle-là. Donc après, il a fallu découper dans les ortho-images et dans les MNT, puisqu'on produisait une ortho-image et un MNT à chaque levée. Ensuite, il a fallu donc dessiner donc sous QGIS des formes qui correspondent. Vous voyez, ici sur l'ortho-image, mes collègues ont dessiné une zone qui correspond à une phase d'utilisation de la structure. Et ils ont également dessiné tous les restes osseux. Donc ça, c'est pour un levé. Et voilà, ça c'est la totalité des... Enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait tout qui soit affiché d'ailleurs. Voilà le nombre d'artefacts et le nombre de polygones dessinés à analyser. Donc si vous êtes normalement constitué, normalement vous avez à peu près
200 os. Donc vous multipliez par le nombre d'individus, une centaine. Et là, vous avez que les restes osseux, sachant qu'il y a certains restes qui sont fragmentés. Et au milieu de tout ça, vous avez des perles, parce que les gens étaient parfois enterrés, déposés avec des éléments de parure. Vous avez les prélèvements géomorphaux, tout un tas de choses. Donc, pour traiter tout ça, donc ce qu'on a fait, je vous ai dit, sur le découpage, ce phasage-là a servi par la suite à découper les MNT. Et en fait, là, on a, à l'époque, et avec QGIS 2.14 ou 2.18 ici, on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire en termes de représentation. Parce que là, on a très vite, mes collègues en fait ont eu besoin d'avoir un visuel en 3D. Donc, ce qu'on a fait. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le traitement photogrammétrique a été effectué avec le logiciel Micmac, donc a produit des TIFF, des orthoimages en TIFF et des MNT en TIFF. Donc voilà un aperçu du nuage de points dans Cloud Compare, donc un logiciel de traitement de nuage de points open source, libre et open source. Et donc vous avez en marron le volume final, après avoir enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la structure. Et ici, vous avez l'assemblage des différents MNT découpés qui correspondent à une phase. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'effondrement, une partie de l'effondrement du plancher de la structure. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on a procédé. Donc on a produit les TIFF avec Micmac. On a dessiné tous les artefacts dans QGIS. Et après, il y a eu un aller-retour entre Cloud Compare et QGIS pour valider les hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier découpage des MNT, on les a exportés dans QGIS. Mes collègues... 2 minutes ? Oui, c'est la dernière diapo, donc c'est bon. Et donc, à chaque... il y a eu environ 6 étapes de validation. Donc, je leur exportais dans Cloud Compare les MNT découpés sous forme de nuages de points. Et eux, ils pouvaient vérifier si les différentes phases qu'ils avaient identifiées sur les ortho-images, et si en fait ça collait dans le nuage de points. C'est-à-dire si on n'avait pas des choses qui se recoupaient, qui ne devaient pas se recouper, si on avait bien des choses qui étaient en connexion, qui, selon leurs hypothèses, étaient en connexion. Et donc on a eu un aller-retour entre les deux. Donc j'exportais les MNT découpés en ASCII que j'importais dans Cloud Compare. Et après, je réexportais les... Enfin, ça restait en ASCII, donc je les rouvrais dans QGIS. Enfin, non. Il n'y avait pas de... Oui, non, il n'y a pas de retour entre la flèche ici, c'est plus pour illustrer la réflexion, l'aller-retour. On n'a pas réexporté les nuages de points en format TIFF, MNT dans QGIS, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà un peu l'état actuel. Donc voilà, on a contourné le manque de visualisation en 3D avec QGIS en exportant dans un autre logiciel, sachant que à l'heure actuelle, Cloud Compare, c'est ce que je disais ce matin, je ne sais plus à qui je répondais. Cloud Compare utilise GDAL, donc il est capable d'ouvrir du shape, tout ce que supporte GDAL en fait, du moment que c'est géoréférencé, ou pas d'ailleurs. Et voilà, on a un lien entre les deux, mais qui était assez lourd. Il y a eu un développement de script pour automatiser le traitement, puisque je me retrouvais que pour chaque phase, avec des centaines de TIFF correspondants, on avait un morceau de MNT correspondant à chaque artefact, avec une table après attributaire. Donc chaque artefact, j'avais le numéro de phase et il fallait que je recompile les MNT en fonction des hypothèses de mes collègues. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. J'ai une première question qui m'a surpris quand vous avez montré la représentation dans QGIS. Quel est le système de coordonnées que vous utilisez, le système de projection ? Le système légal en vigueur, Lambert 93 et
NGF 69, enfin IGN 69. On est en géoréférencé. Ok. C'est une obligation légale. Ok. Donc tout est géoréférencé. Tout ce qu'on produit à l'INRAP est géoréférencé dans les systèmes en vigueur, officiels. C'est une obligation en rang de la donnée à l'État. Enfin, on est un établissement public, donc la question se pose pas en fait. Ok. Enfin, je suis topo, donc. Merci. Une petite question sur un métier qui est très particulier et qui au départ semble assez éloigné des métiers de la géomatique. On voit que QGIS peut répondre apparemment aux besoins avec l'utilisation d'autres outils, mais est-ce qu'il y a des outils, on va dire, professionnels, propriétaires, vraiment dédiés au métier de l'archéologie? Et si oui, qu'est-ce qui proposerait en plus que QGIS? Et donc la question en creux, c'est est-ce que QGIS a des manques? Et est-ce qu'on pourrait améliorer QGIS pour répondre à ces problématiques? Il n'y a pas d'outils propriétaires. Mes collègues ont eu pendant des années l'impression de faire de la base de données en utilisant FileMaker, mais je ne sais même pas si les gens ici connaissent. C'est un truc, c'est une horreur. Il y a des bases de données. Enfin, en termes d'outils propriétaires, il y a des bases de données Access, pareil développées au besoin par des collègues dans leur coin. On n'a pas de système de noyau de base de données commun à l'INRAP, bien que les concepts restent par contre communs. Les méthodes et les concepts d'enregistrement sont internationaux. C'est le principe, comme en géologie, de la couche, enfin, il y a de l'unité stratigraphique. Mais non, il n'y a pas d'outils propriétaires dans le domaine de l'archéo. Et l'apparition de QGIS en fait a permis de. Enfin, si, en fait, je suis en train de percuter. Avant que QGIS apparaisse, mes collègues faisaient leurs cartes sous Adobe Illustrator. Et nous, on produit la donnée topo avec. Oui, je suis en train de. Ça tilt. On produit la topo avec AutoCAD et Covadis, sachant qu'on pourrait s'en affranchir, mais bon, c'est ce que à l'INRAP on utilise. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'exportais donc d'AutoCAD de l'Illustrator, donc on perdait le géoréférencement. D'ailleurs, ce qu'est le cas, non, entre QGIS et Cloud Compare, on perd pas le géoréférencement. Par contre, on perd toute la donnée attributaire. On visualise un nuage de points, mais il faut savoir que ce nuage de points là, c'est la phase X, mais on perd tout lien avec une base de données. C'est un peu la limite. Ok. Bon. Juste là, on a la phase un petit peu relevée, stockage, archivage, et ensuite, c'est des éléments qui vont servir pour la recherche, pour d'autres études. Et donc, j'avais juste quelques questions sur la diffusion de ces informations, leur accès, les formats et le type d'analyse qui était fait par la suite. Alors là, on est en cours de rédaction du rapport administratif qui est rendu au service de l'État. Sachant qu'après, il y aura une phase de publication scientifique. Donc on va notamment, ce qu'on n'a pas fait là, dans ce cadre-là, et ce qu'on pourrait faire, ce qu'on envisage de faire, on a découpé les MNT, mais on n'a pas découpé les ortho-images. C'est-à-dire qu'on pourrait, par phase historique, générer une ortho-image de synthèse en assemblant tous les morceaux des 20 ortho-images qu'on a découpées par phase, et avoir une vision d'un instant T historique qu'on n'a jamais en fait pu visualiser physiquement sur le terrain. Et ça, pour l'instant, c'est un peu une première à l'INRAP. Et au niveau de la diffusion de la donnée, on est un établissement public, donc c'est de la donnée ouverte, accessible à n'importe quel administré. Après, il faut voir ça avec nous, on reverse ça à l'État, donc au service régional de l'archéologie. Il faut voir ça avec eux au niveau de, je sais pas trop ce qui est prévu, mais c'est que les métadonnées, l'ouverture de la donnée en archéologie, c'est quand même assez récent. Mes collègues commencent à découvrir un peu ces aspects réglementaires. Et il y a, il faut l'avouer, l'open data, c'est pas une culture forcément, c'est pas forcément la culture de l'archéologue.
l'archéologue a très vite tendance à s'approprier son sujet d'étude en considérant qu'il en est l'inventeur. Enfin, il en est parfois l'inventeur, mais ça reste de la donnée publique, quoi. Merci. Dernière question. Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je vois que tu utilises à la fois le logiciel Micmac, donc le logiciel open source de traitement d'images pour avoir de la 3D, et que QGIS veut avoir la 3D dans la version 3. C'est une information parce que là il y a de la communauté de développeurs. Micmac est en train de passer à une version V2. C'est un logiciel c'est le projet. Le projet se lance. C'est le projet, mais faut attendre un peu quand même. Mais en tout cas, le lancement de la communauté de développement est effectué, et en particulier au niveau de l'interface de Micmac, c'est là où il y a le plus de développement à faire. Et il me semble que QGIS est une interface excellente pour aller chercher des géotraitements, etc. Peut-être qu'il y a une connexion à faire entre les deux communautés de développement pour à la fois enrichir QGIS en 3D, à la fois enrichir Micmac en interface. Donc s'il y a des connexions à faire, voilà. Et il va falloir que QGIS soit capable de visualiser quand même des nuages de points de l'ordre de plusieurs millions de points. Je sais pas si... Enfin, il y a déjà Cloud Compare qui fait de la visualisation. Enfin, c'est des choses, ça fait 2 ans qu'on en discute, mais je suis pas certain que QGIS soit la bonne interface pour faire le lien avec Micmac. Mais après, on peut en débattre. Il y a le CNES qui se penche là à l'heure actuelle sur le développement d'une interface graphique pour Micmac, sachant qu'il en existe déjà, mais c'est des interfaces métiers pas forcément très faciles à prendre en main et vraiment destinées à des applications métiers. L'interface graphique pour Micmac, c'est un peu l'hydre de mer ou l'arlésienne, ça dépend comment on voit la chose, mais ça reste à faire, effectivement. Ok, merci.